supérieure et recherche à Terra Nova, et Tarek Maraoui, vice-président en charge des affaires académiques de la FAGE, le syndicat étudiant. Vous avez tout à l'heure, avant le journal, évoqué quelques pistes. On a ouvert quelques pistes de réflexion, et notamment, Martin Andler, vous parliez à la fois de cette question de l'évaluation, vous parlez des prérequis, mais aussi de la motivation. La motivation, d'ailleurs, qui a été évoquée là aussi par le Premier ministre récemment, qui a évoqué une possibilité d'une sorte de contrat entre l'université et l'étudiant. Tarek Maraoui, ça fait partie des possibilités qui sont acceptables d'un point de vue des syndicats étudiants, et passer c'est une sorte de contrat, un contrat de motivation entre l'étudiant et son université. Tout dépend de ce qu'on va cacher finalement derrière ce contrat de réussite étudiante. S'il s'agit d'accompagner les lycéens dans la construction de leur parcours, de se dire, voilà, on va avoir une vraie discussion sur là où tu veux t'orienter, et si jamais tu veux aller vers tel endroit et que ça risque d'être difficile, il va falloir vraiment mettre l'accent sur tel et tel enseignement, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si c'est pour le dire sur une conception qui est celle que l'on peut connaître actuellement dans un certain nombre d'établissements faussés finalement de l'enseignement supérieur, et d'avoir un aspect plus coercitif dans l'orientation, ça pour le coup ça nous pose vraiment question, parce qu'on va se retrouver encore une fois avec une augmentation des déterminismes que l'on connaît aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Lionel Tartakovsky, est-ce que c'était quelque chose d'imaginable justement de l'autre côté, du point de vue de la présidence d'une université, de passer ce type de contrat qui rejoint ce que disait Martin Andler sur la motivation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'évaluation des capacités, on va dire purement scolaires, mais aussi l'envie d'aller au bout de ses études. Oui, c'est pour répéter, je dirais la même chose que vous, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'on met sous contrat. S'il s'agit d'un travail d'orientation en lien avec les établissements secondaires qui nous permet de mesurer effectivement quelquefois les envies, les besoins, et il ne faut pas faire de mal. Je ne suis pas sûr que ça règle les problèmes, mais ça ne peut pas faire de mal. Vous savez, moi j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude parce que, encore une fois, c'est des mots qui paraissent plutôt sympathiques, on ne sait pas ce qu'on met derrière, mais on se dit ça ne peut pas faire de mal, mais je ne sais pas si ça ne peut pas faire de mal. Parce que, soyons raisonnables, s'il y a prérequis, ce qui suppose les moyens des prérequis, il y aura tous les exclus des prérequis. Il y a ceux qui n'auront pas les prérequis, alors on va me dire, tant pis. Non. Mais moi je ne dis pas ça. Je dis que tous ceux qui seront exclus des prérequis, les 50% d'étudiants qui n'ont pas de mention bac, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi j'étais très intéressée par le film dont vous avez débattu ici même, le film de Jean-Roger Vialet qui s'appelle La Terre à crédit, et qui montrait une situation beaucoup plus inquiétante et beaucoup plus dégradée dans les autres pays européens qui ne l'est en France, même s'il y a beaucoup à dire sur la France. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous ces étudiants, de fait sélectionnés, de fait exclus du système, et pour lequel on ne se donne pas les moyens de construire ensemble des solutions, et bien, ils se tourneront vers des établissements privés de seconde ou de troisième catégorie, comme on les voit très bien apparaître dans ce film de Jean-Roger Violet. Ils s'endetteront, et le film montre les catastrophes de l'endettement étudiant dans un pays comme l'Angleterre. Et moi, je suis très inquiète sur cette possibilité qui se dessine en creux dans ce dont nous parlons en ce moment. Martin Andler, il y a quand même un peu d'urgence là. Il y a le feu, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, on a parlé tout à l'heure, cet été, mais vous l'avez expliqué tout à l'heure, l'augmentation, le boom démographique fait que donc il va y avoir pendant les années qui viennent de nouveau ces problèmes-là. Il faut là quand même il va falloir instaurer de nouvelles mesures, de nouvelles réflexions pour améliorer le système. Est-ce que justement vous pensez que celles qui sont proposées en ce moment par le gouvernement vont dans le bon sens, ou qui, à Terra Nova, réfléchissent sur ces mesures? Alors, il y a urgence, et donc il y a des mesures d'urgence à prendre, parce qu'il y a une urgence pour la rentrée, il y a une urgence pour accueillir 30 000, 40 000 étudiants supplémentaires l'année prochaine, etc. Donc il y a cette urgence, mais il ne faut pas perdre de vue un objectif plus général. Alors d'abord, pour répondre à Daniel Tartakovsky, il faut que le gouvernement garantisse les capacités d'accueil. Donc il n'est pas question, il faut qu'il, de mon point de vue, il ne peut pas être question de dire on va diminuer le nombre des étudiants, etc. L'objectif, nous on l'a dit, c'est de se rapprocher de cet objectif de 50% de diplômés au niveau licence, ce qui est l'objectif de Lisbonne. Il faut se tourner à 42%, donc une marge de progression, donc il ne s'agit pas de limiter le nombre des étudiants. Ça c'est le premier point. Et donc c'est à l'État de garantir
qu'il y a des capacités d'accueil, globalement des capacités d'accueil suffisantes, même s'il peut y avoir ensuite dans telle ou telle discipline. Deuxième chose, il faut qu'on remédie à l'organisation du lycée pour que les élèves qui sont en filière générale, en filière technologique, en filière professionnelle ne soient pas dans des entonnoirs prédéfinis qui leur bouchent complètement les possibilités d'évolution. Nous avons fait des propositions en ce sens pour atténuer ou même abolir la distinction entre les différentes filières du baccalauréat. Et puis troisièmement, et c'est très important, il faut changer l'organisation des licences. Aujourd'hui, on a des textes sur l'organisation des licences qui sont incroyablement restrictifs, qui donnent des obligations sur la manière dont on organise en semestre, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dont la conséquence, c'est de ne pas permettre aux étudiants d'aller au rythme auquel ils peuvent progresser. Justement, vous dites ne rentrons pas dans les détails ici, je voudrais justement qu'on rentre dans ce détail-là. Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, une réflexion à se poser sur la manière dont on fait des études en France? C'est vrai qu'en France, on rentre à l'université quand on peut immédiatement après le bac, qu'il y a très peu de temps de césure, très peu de temps de réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion plus large à mener, et c'est cette piste-là que vous exploriez maintenant, Maire, sur le fait que, par exemple, on a l'idée de faire une licence en 3 ans, mais pourquoi ne pas la faire en 5 ? Si ça permet à plus d'étudiants de la faire mieux et d'arriver meilleur et mieux préparé sur le marché du travail. Oui, la faire en 5 ans, éventuellement commencer une licence plus tard. Il y a un certain nombre de pistes à explorer. Nous, on est dans le modèle à 18 ans, on rentre à la fac, on rentre, etc. Et que c'est à ce moment-là que ça se passe. Il y a beaucoup de pays dans lesquels les études se passent de manière beaucoup plus diluée, disons, sur la période de 18, 30, 35 ans, voire plus tard. Donc ça, c'est une piste effectivement très importante. Deuxièmement, il y a la question du rythme. Pour différentes raisons, les étudiants ne peuvent pas tous se consacrer de la même manière à leurs études pendant la période où ils sont étudiants, parce qu'ils ont des contraintes familiales, parce qu'éventuellement ils travaillent, on pourrait en discuter aussi, mais effectivement ils peuvent être contraints de travailler, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent avoir une carrière, disons, des objectifs par ailleurs, par exemple des sportifs de haut niveau, des gens qui ont des activités culturelles, pour lesquels être étudiant à plein temps ne correspond pas à ce qu'ils sont aujourd'hui, ou à leurs possibilités. Il y a aussi des étudiants qui ont un degré de préparation différente, et donc il faut leur laisser le temps de progresser au rythme qui est le leur. Or, c'est en principe le LMD, l'organisation licence master doctorale le permet. Dans la pratique, les textes qui ont été mis en place depuis 2004 par les ministères successifs sont des textes incroyablement coercitifs qui excluent toute cette flexibilité. Daniel Tartakovsky et ensuite arrive Marie. Oui, l'UNEF vient de lancer une pétition sur les problèmes que nous évoquons aujourd'hui. Dans la pétition, ils disent que les étudiants on a longtemps demandé aux étudiants de s'adapter à l'université. Il est peut-être temps de demander aujourd'hui à l'université de s'adapter aux étudiants. Je suis bien conscient que c'est une phrase qui va faire hurler. J'ai personnellement co-signé la pétition. Je constate que la pétition a été co-signée par un certain nombre d'ingénieurs, cadres, techniciens, par le membre du Conseil économique et social. C'est-à-dire que des acteurs qui sont des acteurs extérieurs au système universitaire stricto sensu, mais qui sont des acteurs de premier plan, si vous voulez penser de quelle université le pays et donc les étudiants ont aujourd'hui besoin, compte tenu de tout ce que vous évoquiez, compte tenu du fait qu'ils ont changé et que nous avons affaire à un monde nouveau et à des étudiants nouveaux, et qu'il est peut-être temps que nous remettions en cause un certain nombre de pratiques. Oui, on n'a pas justement sur cette question d'adapter l'université aux étudiants, plus que dans l'autre sens. On n'a pas attendu la troisième vague d'APV pour se mobiliser également et lancer une pétition sur le sujet. Là, on fait face à une forme d'état d'urgence. Il faut apporter des réponses. Il y a la question de la diversification croissante des profils. Il y a un vrai sujet à la fois avec l'entrée, ce qu'on appelle la formation initiale, mais également le sujet du retour en formation qui va être croissant dans les années à venir. Donc dans ce cadre-là, la question des capacités d'accueil doit être menée. Mais est-ce que les étudiants sont prêts? Est-ce qu'ils ont envie justement d'être à l'université de manière un petit peu différente, comme ça se fait à l'étranger? Est-ce qu'il faut essayer de briser ce carcan, cet héritage universitaire français extrêmement classique? Est-ce que les étudiants, si ce que dit Martin Ler et Daniel Tartakovsky pouvait être mis en œuvre, est-ce que les étudiants, eux, sont prêts à accepter ce système et à faire une licence de manière un petit peu différente? Il y a la question effectivement des rythmes d'apprentissage, où pour le coup on peut aller un peu plus loin et réfléchir à un accompagnement qui correspondrait à
à la situation des étudiants. On parle de régimes spéciaux d'études. Ça a été consacré d'ailleurs par la loi égalité et citoyenneté. Maintenant, c'est loin d'être une réalité. Il faut absolument accompagner les étudiants, mais aussi les établissements dans la mise en œuvre de ces régimes spéciaux d'études. Il y a aussi une évolution des pratiques qui doit s'opérer. Les outils numériques sont finalement extrêmement peu exploités, alors que c'est un outil extrêmement intéressant. Il faut prendre l'exemple de l'université de Grenoble ou de l'université de Poitiers. Ils ont réussi à augmenter de 30% la capacité d'accueil. On n'est pas en train de dire que le numérique, ça va tout chambouler et c'est la solution à tout. En revanche, c'est un outil qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet aussi de redéployer l'activité d'enseignement sur de l'accompagnement. Et ce faisant, on conserve un lien social qui permet un apprentissage un peu plus continu et en transmettant une certaine méthodologie importante pour la réussite dans les études supérieures. Bon, malheureusement, le temps est terminé, il faudrait des heures et nous continuerons évidemment sur France Culture à évoquer ce débat. On n'a pas parlé de l'argent qui est quand même le nerf de ce problème, l'un des nerfs de ce problème. La ministre de l'Enseignement supérieur dit que les baisses de crédit n'affecteront pas ni les moyens de l'université ni les programmes de recherche. Enfin, c'est à voir. Merci beaucoup à vous trois, Daniel Tartakovsky, ancienne présidente de Paris 8, Martin Lerbe, professeur de mathématiques à Versailles et à Terra Nova, et Tarek Maraoui, vice-président de la FAGE. Merci à vous trois d'être venus ce matin sur France Culture. Bientôt 8h30 dans une poignée de secondes et c'est l'heure de retrouver le journal de la culture avec vous, Dany Legras. Bonjour Dany. Bonjour. Alors créé il y a 61 ans par le violoniste de génie Yehudi Menuhin, le Gstaad Menuhin Festival reste fidèle à sa réputation et réunit cette année la fine fleur de la musique classique et évidemment pas seulement du violon comme je le disais par erreur tout à l'heure. Vous avez tout à fait raison Lucas, avec ses 60 événements musicaux répartis sur 7 semaines, le Gstaad Menuhin Festival, qui a aussi une académie destinée à former les nouvelles générations de musiciens, promet une édition très très dense. Parmi les vedettes, le jeune claviniciste français Jean Rondeau, à seulement 25 ans, il est considéré comme un prodige et s'est vu décerner une victoire de la musique classique dans la catégorie Révélation artiste lyrique. Bonjour Jean Rondeau. Bonjour. Je voudrais commencer par cet instrument, les clavecins, que vous avez choisi quand vous étiez encore petit, car vous dites avoir vécu un vrai coup de foudre en l'écoutant à la radio. Vous avez été happé, touché, interpellé, tout d'abord par les sons. Justement, qu'est-ce qui vous trouble autant dans les sons produits par les clavecins? Je ne sais pas si c'est le terme troublé qui sied le mieux, on va dire. Enfin, ça me trouble en un sens, mais ça me fait aussi beaucoup d'autres choses. Et je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais pu expliquer quand j'ai rencontré le clavecin quand j'étais tout jeune. Je pense que c'est quelque chose que j'essaye et que j'essayerai, j'espère, toute ma vie d'expliquer plus rationnellement. Mais c'est vrai que, comme vous disiez, vous parliez de coups de foudre. Je pense que les coups de foudre, c'est quelque chose d'assez irrationnel, des choses sur lesquelles il est peut-être parfois un peu maladroit de mettre des mots précis. La seule chose que je pourrais peut-être dire, c'est que je pense que c'est un instrument qui est très proche de l'enfance. C'est un instrument très délicat, très sensible. La façon même de produire le son sur un clavecin, c'est quelque chose de très intime et il y a un rapport très direct aussi entre la personne qui joue, qui essaie de produire le son et l'instrument lui-même. Est-ce que pour pouvoir donner de la chair à cet instrument, vous dites ça souvent qu'il faut donner de la chair, est-ce qu'il faut d'abord l'apprivoiser, connaître ses coins les plus intimes ou au contraire, est-ce qu'il faut ignorer certaines choses? Non, je pense que c'est nécessaire évidemment de connaître très bien la technique de l'instrument, c'est-à-dire de savoir comment on peut le façonner, comment on peut l'utiliser, comment on peut avec des moyens digital, techniques, le faire chanter. Et une fois qu'on a abordé un peu toutes ces questions, je pense que c'est important surtout de ne pas s'arrêter là. Comme cet instrument, il faut vraiment un peu comme un concept philosophique, mais pas en retournant une fois qu'on arrive à trouver une réponse. C'est quelque chose qui est un peu éternel et pour donner de la chair à l'instrument et puis notamment à un clavecin. En fait, c'est vrai que c'est ça parce que j'essaie de concevoir un peu l'instrument de manière moins anguleuse et de manière moins plane que ce qu'il n'est, parce que c'est un instrument à clavier, et du coup c'est plus difficile d'essayer de concevoir ou d'imaginer une matière comme un sculpteur travaillerait sa matière.
Donc voilà, essayer de travailler aussi le son, et juste travailler le son, c'est peut-être une pratique qu'on retrouve plus chez savant ou à corde frottée qui va travailler pendant des heures juste le son de son instrument. Peut-être qu'on a moins l'habitude, je dis ça parce que parfois quand je donne des cours, je demande aux élèves comment vous travaillez le son et parfois ils n'ont pas forcément. C'est pas une habitude qu'on prend particulièrement pour les instruments à clavier. Et je trouve qu'avec les patients, c'est assez nécessaire. Alors, vous allez jouer les variations Goldberg lors du Menuhin Festival, les 2 août. Certains considèrent qu'il s'agit là du